7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Dans son rapport annuel publié lundi 22 janvier, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a fait état d'une forme de passivité, voire d'hostilité de la part des hommes à l'émancipation des femmes. 37% d'hommes estiment que le féminisme menace leur place, un chiffre en hausse de 3 points par rapport à l'année dernière. Cette résistance masculiniste, comme ils disent, touche toutes les générations selon le Haut Conseil à l'égalité, avec tout de même une tendance marquée chez les 25-34 ans. Le Haut Conseil dénonce également un sexisme ambiant à l'heure où les femmes subissent selon eux de nombreux stéréotypes de la cellule familiale à l'école. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, ce rapport ne détonne pas dans le climat woke ambiant et l'idéologie progressiste féministe est parfaitement assimilée. Pour faire le point sur ce bilan, nous recevons Anne Troubi, cofondatrice du collectif Antigone, co-auteure de Femmes, réveillez-vous pour en finir avec les mensonges du féminisme aux éditions de la Nouvelle Librairie, et Julien Rochdy, écrivain et éditeur notamment de L'amour et la guerre et Surhomme et sous-homme, valeurs et destin de l'homme aux éditions Héthérie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, je vais être un peu rétrograde, je vais donner la parole en premier aux femmes, Anne Troubi. Je vais revenir aux origines de ce rapport. Le Haut Conseil de l'égalité, son but est, je cite, de sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics à la nécessité de la lutte contre le sexisme. Faisons du sexisme de l'histoire ancienne. Alors Anne Troubi, vous êtes une femme, est-ce que ce conseil est utile pour vous ? Alors, ce conseil ne m'est utile en rien, évidemment. Il faut retracer un petit peu l'histoire de ce Haut Conseil et puis surtout l'histoire récente de la notion d'égalité en France. Il y avait eu un rapport, c'était en 2015, dans la loi cadre égalité homme-femme, où la notion d'égalité a vraiment beaucoup évolué, d'une égalité en droit à ce que les auteurs de cette loi appelaient l'égalité intégrée, c'est-à-dire finalement une équivalence de tous et de tout dans tous les domaines. Le problème de cette notion d'égalité intégrée, c'est qu'elle pose égalité comme principe, mais comme but aussi. Donc évidemment, quand on a le point de départ qui est le même que le point d'arrivée, on tourne en boucle. C'est un texte qui est encore présent sur notre site, pour ceux que ça intéresse, lesantigones.fr, et qui dénonce justement cette évolution du rapport de la notion d'égalité à quelque chose d'extrêmement idéologue. Et c'est le parti pris de ce Haut Conseil à l'égalité, c'est effectivement qu'il faut que les hommes et les femmes soient équivalents en tout. Donc à partir du moment où on n'aura pas 50% d'hommes et de femmes dans à peu près tous les domaines de la vie publique, sociale, privée, etc., quitte à aller vérifier qu'il y ait bien 50% de pères qui changent les couches de leurs enfants, 50% des couches changées par les pères et par les mères, eh bien on aura évidemment un constat d'échec. Alors, vous parlez d'équivalence. Julien Rochdy, ce Haut Conseil dénonce une vision binaire et genrée des rôles sociaux. Est-ce que finalement, plus que la défense des femmes, l'objectif de la HSE, ça ne serait pas de gommer les distinctions qui existent de fait entre les deux sexes et donc d'arriver vraiment à cette équivalence très lisse ? Je vous ferai remarquer que c'est quelque chose que l'on constate dans pratiquement tous les mouvements révolutionnaires qui débouchent sur des systèmes totalitaires. Prenez la Révolution française, ça commence toujours par une volonté de droits égaux, c'est-à-dire une volonté d'émancipation effectivement au sens légal, au sens du droit, pour que tous les gens, quelle que soit leur classe, quelle que soit à l'époque leur appartenance au tiers-état ou à la noblesse, que chacun ait des droits qui soient similaires. Puis après, très vite, les révolutionnaires se rendent compte que malgré cette égalité formelle, eh bien, l'égalité en fait n'existe pas, donc il faut aller plus loin et ils finissent toujours par se demander pourquoi, finalement, cette égalité parfaite, pure et parfaite à laquelle ils aspirent et qu'ils veulent désespérément, n'advient pas. Et donc, ils vont aller chercher jusque dans la culture, jusque dans nos systèmes mentaux, dans ce qui est systémique, dans la façon dont on pourrait élever les enfants, dont on serait justement déterminé par une culture qui, ne passant plus par le droit, passerait par autre chose finalement pour nous imposer des schémas de domination qui donc persisteraient, et ces schémas de domination forcément seraient très mauvais. Et ces inégalités que l'on constaterait toujours malgré les qualités du droit devraient être effacées. Et pour ce faire, eh bien, il faudrait imposer un système, alors totalitaire, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas très autoritaire, pour ne pas dire autre chose. Et c'est exactement ce que l'on constate avec le féminisme idéologique actuel. C'est ce qui s'est passé. Les femmes ont obtenu tous les droits égaux qu'il leur fallait, bien sûr, dans une société moderne.
elles ont les mêmes droits que les hommes, mais effectivement, il y a toujours des différences entre les hommes et les femmes. Et vu que la gauche, d'une manière générale, qui porte ces projets féministes, ne supporte pas alors non pas seulement les inégalités, mais simplement les différences, eh bien, il faut aller chercher à gommer ces différences partout et on va essayer de les trouver dans la culture, dans l'éducation, dans tout ce qui fait encore, bon, peut-être même dans notre biologie, parce qu'aujourd'hui, on charcute beaucoup de jeunes enfants pour qu'ils passent d'un sexe à l'autre. Enfin, bon, bref, on va essayer encore une fois de ne pas se contenter de l'égalité formelle, qui est la véritable égalité en réalité, et on va tout faire en sorte pour que hommes et femmes signifient la même chose, ce qui signifiera in fine plus rien, pour que l'homme et la femme soient des corps absolument vidés de toute signification. Et c'est d'ailleurs une volonté qui est tout à fait réclamée par le féminisme idéologique actuel, puisque on parle de volonté de neutralité totale d'un point de vue du corps et de la sexualité. On va revenir tout de suite là-dessus, Anne Troubi et Julien Rochdy. Tout de suite, il est presque 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Marie Falicon. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Alors Julien Rochdy, on vous avait laissé quand vous parliez justement de cette volonté de gommer toute différence entre hommes et femmes. Et alors il y a un mot que vous avez employé qui revient très régulièrement, ce sont ce fameux sexisme systémique. Finalement, les féministes accusent le système d'avoir introduit cette notion d'illégalité entre hommes et femmes. Est-ce que finalement, ces différences entre hommes et femmes, ça serait pas simplement naturel ? C'est un très très vieux débat et qui effectivement continue même au sein des féministes, parce qu'il y a des féministes qui acceptent de plus en plus que la biologie ait quelque chose à dire dans nos déterminants sociaux, culturels. Mais il est vrai que dans le féminisme idéologique qui prévaut aujourd'hui, l'idée principale est celle d'une culture normative patriarcale, d'origine patriarcale, qui subsisterait et qui donc imposerait des schémas mentaux aux petites filles qui induiraient ensuite des choix professionnels qui soient moins rémunérateurs, qui induiraient une certaine passivité, une certaine soumission dans la société. Et ce serait la raison pour laquelle on verrait effectivement des hommes occuper toujours les postes importants, les postes les plus rémunérateurs, ceux qui sont tendanciellement les plus hauts sur l'échelle du pouvoir. Voilà, ces féminismes-là, inspirés par ce mouvement égalitariste de gauche qui a des siècles maintenant, ne supportent pas cet état de fait et ne veulent pas du tout croire que cela puisse avoir quelque chose à voir avec la biologie et avec la nature. Non, il faut que ce soit 100% culturel, et si cette culture produit des inégalités, c'est que cette culture est mauvaise et qu'il faut la détruire tout entière. Donc voilà, vous avez compris le fonctionnement idéologique du féminisme actuel, une fois que vous avez compris ce que je viens de vous dire. C'est tout simple, en fait. Anne Troubi, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si la femme, jusqu'à aujourd'hui, occupait un certain rôle dans la société, généralement un rôle de mère, de maîtresse du foyer, est-ce que c'est dû à des différences biologiques, justement, ou est-ce que c'est simplement une construction du système ? Alors, je vais répondre à un petit détour par la philosophie de base. On est quand même homme ou femme, l'humanité est sexuée, et pourtant, on appartient à la même espèce, l'espèce humaine. Donc, à partir de là, le politique, il est nécessairement obligé de prendre en compte à la fois le fait qu'on appartienne à la même espèce, et le différent. Donc nécessairement, on va devoir retrouver ces deux dimensions de la personne humaine à l'échelle de la société. Et effectivement, je pense que le critère d'une société juste, de ce point de vue-là, du point de vue des rapports hommes-femmes, c'est celle qui assure la meilleure collaboration entre les sexes. Il peut y avoir des sociétés très injustes au niveau des rapports hommes-femmes. Il y en a toujours dans le monde. Il y a quand même des sociétés où on lapide les femmes pour des mèches de cheveux qui dépassent de leur voile. Et il y en a eu à travers l'histoire. Alors, évidemment, il y a un problème dans la vision actuelle des choses, notamment en France, qui est un féminisme très indifférencialiste, dans la mesure où le parti pris, c'est celui de dire que la société n'est qu'une construction sociale. Donc, à partir de là, on peut faire ce qu'on veut. Et que cette construction sociale, elle est nécessairement en défaveur des femmes parce qu'il y aurait un grand complot. C'est tout l'héritage de l'école
structuralistes de Derrida et Foucault, qui accusent systématiquement un groupe humain d'oppresser un autre. Et là, en l'occurrence, les hommes d'oppresser les femmes. Mais c'est absolument faux dans la mesure où ce patriarcat, il est fantasmé, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui sont plus ou moins justes du point de vue des lois, du point de vue des mœurs, mais penser que depuis des millénaires, il y aurait une volonté des hommes par quelques sociétés secrètes ou je ne sais quoi, de dominer les femmes, c'est évidemment absurde. Par contre, effectivement, il y a des différences qui nécessitent d'être prises en compte. La différence première, c'est celle que ne veut pas avoir le féminisme, c'est évidemment le potentiel des femmes à être mères. Et qui a été très valorisé effectivement dans les siècles derniers. Hein. On a surtout donné ce rôle-là aux femmes, et quitte à les enfermer dans ce rôle-là, la naissance du féminisme, elle ne part pas de rien, elle part aussi d'une société du 19e et du début du 20e qui n'était pas forcément très en faveur des femmes, et qui avait tendance à les enfermer dans des rôles extrêmement, effectivement, stéréotypés. Mais pour autant, cette exaltation de la femme mère, elle est absolument naturelle, puisque c'est ce qui fait sa participation première à la société, comme le fait que les hommes soient pères. Il y a quand même un nombre de sociétés assez important dans le monde où les hommes et les femmes n'ont pas droit de citer dans la vie politique s'ils ne sont pas père ou mère. Et pourquoi ? Pas parce que on réduirait les femmes à leurs utérus ou les hommes à leurs spermatozoïdes, mais tout simplement parce que la base de la société, de toute société humaine, c'est cette cellule familiale, en fait, tout simplement. Et c'est le premier lieu où les hommes comme les femmes sont invités à exercer un certain nombre de responsabilités, notamment de responsabilités politiques, puisqu'ils ont l'autorité sur leurs enfants et puisqu'ils sont ceux qui vont les guider vers une vie sociale. C'est pour ça qu'il y avait ce genre de règles qui prévalaient dans beaucoup de sociétés, et c'est pour ça aussi que toutes les attaques qu'on a aujourd'hui à l'encontre des relations hommes-femmes, d'une part, mais des familles plus particulièrement, sont extrêmement délétères et contribuent à la mort du politique. C'est parce qu'effectivement, on nous prive aussi d'une partie, et de la partie la plus importante au point de vue politique de notre identité sexuée, c'est cette capacité à être père ou mère et donc à assurer la pérennité et la stabilité de la société. Je ne dis pas là qu'il faut évidemment que tout le monde soit père ou mère, hein, mais c'est une dimension qui n'est pas seulement symbolique, qui est aussi extrêmement concrète, puisque c'est des rôles dans lesquels on est amené à assurer tout simplement la survie, la pérennité de la société et à transmettre un certain nombre de repères. Et en vidant ces rôles de leur substance à travers un certain nombre de lois qui privent les parents de leurs responsabilités, effectivement, on prive les hommes comme les femmes d'une certaine part de leur identité, justement une part immatérielle, une part beaucoup plus intéressante que simplement des attributs physiques. Voilà. Julien Rochdy, vous évoquiez un certain totalitarisme. Aujourd'hui, les féministes dénoncent les hommes comme étant les oppresseurs. Est-ce que vous pensez que les hommes sont victimes du féminisme ? Alors, pas exactement, ou du moins indirectement. Je pense que les hommes sont d'abord victimes de leur rôle dans la société actuelle qui a démonétisé la masculinité pour plein de raisons, notamment économiques. Très simplement, à l'époque, travailler pour un homme, cela supposait utiliser ses bras, ses muscles. Il y avait besoin de la musculature masculine pour travailler et rapporter de quoi manger, rapporter de l'argent. Alors, dans un passé très lointain, c'était carrément dans la chasse, donc il fallait utiliser le muscle pour apporter de la nourriture au sens littéral. Et puis après, on sait bien que dans la paysannerie, même dans l'industrie, il fallait voir un petit peu à quel point les travaux dans l'industrie lourde étaient difficiles, étaient éprouvants. L'homme avait donc une valeur au-delà du symbolique, il avait une valeur concrète parce que ses muscles servaient à quelque chose. Nous sommes entrés dans une société d'une économie tertiaire, comme on appelle, une économie où il suffit de s'asseoir sur un siège devant un ordinateur pour souvent rapporter de l'argent, et même beaucoup d'argent. Regardez les traders, regardez les banquiers, ceux qui font le plus d'argent ne sont pas forcément des personnes qui utilisent leurs muscles et qui utilisent donc leurs caractéristiques masculines. Et donc, l'égalité, d'ailleurs, vient de là, formelle. Hein. C'est parce qu'aujourd'hui, l'économie tourne essentiellement sur une économie tertiaire qu'effectivement, pourquoi on paierait moins une femme pour faire le même travail qu'un homme, parce que les travaux sont relativement similaires. Donc, il y a eu une espèce d'effacement du rôle de l'homme dans la société, au moins d'un point de vue économique. Et puis, cet effacement s'est accompagné symboliquement de nombreuses choses. Il y a eu effectivement ce déclin de la maternité, donc aussi de la paternité, comme disait Anne. Il y a beaucoup de choses qui expliquent que l'homme se sent un peu perdu dans la société moderne, ou disons postmoderne. Face à cela,
face à déjà ce rôle qui est un petit peu plus flou pour lui, cet homme reçoit des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'on lui demande de cesser d'être un homme, de se déconstruire, justement, de remettre en question tous les codes de la virilité auxquels il a pu être habitué encore par ses parents ou ses grands-parents. Mais en même temps, vivant dans cette société, il s'aperçoit que ces codes de la virilité fonctionnent toujours. C'est-à-dire que pour séduire une femme, pour parfois effectivement entrer en concurrence dans des métiers à haute valeur ajoutée, parfois et de plus en plus malheureusement, ou quoique en tout cas dans la rue, il faut toujours se battre, il faut toujours être capable de mettre un coup de poing pour protéger sa copine ou se protéger soi-même. Donc à la fois, on demande à l'homme en permanence de se démasculiniser, de déconstruire ce qu'il est, sa virilité, mais son expérience quotidienne lui montre au contraire que cette masculinité est bien toujours utile. Donc l'homme est paumé au milieu de ça, il cherche sa place dans cette société. Et vous ajoutez à cela, et c'est la cerise sur le gâteau, vous ajoutez des femmes qui, comme tout le monde, hommes comme femmes, ont perdu tout sens à l'existence aujourd'hui, parce que la société actuelle n'en pourvoit point. Et vous ajoutez des femmes qui trouvent comme bouc émissaire à leur malheur existentiel un homme, un patriarcat systémique, un sexisme absolu et partout. Et beaucoup de femmes se perdent là-dedans parce que ça donne un sens immédiat à leur vie, ça leur donne une explication à leur propre souffrance, à leur propre mal-être, parce que ce ne sont pas des mères, parce que ce ne sont pas, elles ne savent pas exactement quoi faire dans cette société comme tout le monde. Et donc elles prennent l'homme comme bouc émissaire, l'accusent de tout, de tous les maux. Et donc vous avez effectivement des hommes qui à la fin se prennent une triple couche. Leurs caractéristiques masculines semblent inutiles dans une société tertiaire, urbaine, pacifiée. 2, on leur dit de se démasculiniser parce que ce serait pas bien. Mais en fait, il faut toujours être masculin si on veut être toujours réussissant, si vous me permettez ce barbarisme. Et puis 3, vous avez des femmes, pour les hommes qui n'y arrivent pas trop, vous avez des femmes qui le répètent à longueur de journée, donc les féministes qui sont très irritantes, que tout est de leur faute si la société va mal. Donc, il est tout à fait naturel après que vous ayez des hommes qui, pardonnez-moi l'expression, pètent un câble face à cette situation et du coup retournent l'argument face aux féministes et donc les utilisent comme bouc émissaire de leur propre malheur à eux. Et à la fin, vous avez des hommes et des femmes qui se séparent, qui s'éloignent et qui finissent par se détester. Et c'est le produit malheureux du fonctionnement de notre société. Alors justement, quand vous évoquez ce risque que les hommes et les femmes finissent par se séparer, se détester, qui est une véritable fracture entre les deux sexes, on commence à le voir un petit peu. Il y a 59% des hommes qui estiment qu'il n'est plus possible de séduire une femme sans être perçu comme sexiste. Pourtant, c'est quand même la base dans une société, les rapports hommes-femmes, et c'est ce qui permet derrière d'entretenir une forme de natalité. Anne Troubi, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la perturbation des rapports hommes-femmes pourrait avoir des conséquences sur la natalité en France? Évidemment qu'elle en a, puisque déjà, de toute façon, ça date d'avant ce genre de constat et des questions de drague. De toute façon, le taux de séparation et le taux de célibat et l'âge moyen du mariage qui recule sont des freins à la natalité. Donc, la question des rapports hommes-femmes, elle est évidemment en jeu dans cette question-là, puisque pour faire un enfant, il faut quand même être deux et idéalement être dans un couple stable. Donc, de toute façon, tout ce qui nuit depuis des années à la stabilité de la cellule familiale et à une bonne relation entre hommes et femmes dans la durée va forcément nuire à la natalité. Et donc, vous pensez que le féminisme est l'un de ces acteurs qui nuit à la stabilité d'un couple? Oui, le féminisme, mais parmi d'autres idéologies modernes. C'est-à-dire que le féminisme a en commun avec un certain nombre d'idéologies modernes des prémices intellectuelles avec une vision erronée de la liberté dans laquelle la liberté est une sorte de toute-puissance, une possibilité de faire absolument ce qu'on veut. Mais je veux dire, les structures même de la société capitaliste, le consumérisme ambiant par rapport qui vient s'insinuer jusque dans les relations humaines. Je veux dire, maintenant, on parle quand même dans les rapports hommes-femmes avec des termes quasiment économiques. Voilà, il y a le pouvoir de séduction de chacun est mesuré selon des critères économiques. Ça devient absolument aberrant. Mais il y a un certain nombre, toutes les idéologies modernes qui ont le vent en poupe prônent justement un individu, mettent en avant un individu qui serait soi-disant libre et autonome et jettent le discrédit sur toute forme de lien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un lien, ça vient nuire dans l'idéologie capitaliste à notre capacité à chercher notre intérêt égoïste bien compris. Mais
c'est le cas dans énormément d'idéologies modernes. C'est-à-dire que le féminisme ici, c'est un idiot utile de toute une atmosphère générale qui veut que, de toute façon, nous ne suivions que nos propres petits désirs, et la notion de devoir, d'obligation, de persévérance face aux difficultés, qui sont quand même la base du couple, pour qu'ils permettent qu'il fonctionne dans la durée. La notion d'engagement aussi sont passées, sont suspectes, et suspectes notamment d'entraver nos libertés. Donc là, il y a effectivement nécessairement un problème. Et c'est-à-dire qu'après, je reviens sur cette statistique des hommes qui auraient peur d'engager des démarches de séduction. La question, c'est qu'est-ce qu'on met là-dedans ? C'est quoi ces démarches de séduction ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas aussi de... Il n'y a pas de détails dans cette statistique, parce que, je suis désolée, mais entre des messieurs qui agressent à moitié des femmes dans la rue en leur disant des choses salaces, et qui considèrent ça comme de la drague, et un jeune homme qui irait tout simplement voir une jeune femme pour lui proposer d'aller dîner, il y a quand même un monde. Et effectivement, il y a autre chose qui est responsable là-dedans, c'est un certain ensauvagement de la société. Alors, on met ça sur le compte de l'immigration, et effectivement, c'est un facteur qui joue énormément, mais il y a aussi énormément d'autres facteurs, et notamment, je pense aussi à la culture pornographique qui fait des ravages. C'est-à-dire que les rapports hommes-femmes sont de toute façon structurés par des modèles qui sont absolument nocifs, qui sont marqués par une certaine violence. Et on oublie aussi de pointer du doigt la difficulté de pas mal d'hommes et de femmes à rencontrer quelqu'un aujourd'hui. C'est-à-dire que le célibat est aussi endémique et mal vécu par beaucoup, parce qu'en fait, c'est extrêmement difficile à l'heure actuelle de rencontrer quelqu'un, dans la mesure où nos cercles de sociabilité traditionnels se sont effondrés depuis bien longtemps. Donc, il reste quoi ? Il reste la drague de rue, il reste des applications de rencontres, etc., etc. Ce ne sont pas des lieux qui sont favorables à une rencontre sous les meilleurs auspices, parce que l'intérêt des cercles de sociabilité traditionnels, on va dire la localité, la paroisse, des cercles d'intérêt, des cercles de sociabilité divers et variés comme on pouvait en avoir avant, eh bien, c'est qu'il y a une forme de sécurité dans la mesure où la personne en face est relativement connue, ou peut-être connue, va être retrouvée. Donc, les rapports humains se passent sous l'auspice de la politesse et du bon ton un peu plus facilement que quand on croise quelqu'un d'inconnu dans la rue. À force de se faire agresser, une femme va forcément rejeter les avances, même extrêmement polies, même extrêmement bien senties, de quelqu'un qui n'a pas de mauvaises intentions. C'est logique. Il ne faut pas s'étonner de ça, en fait. Est-ce que vous pensez, et ensuite je vais donner la parole à Julien Rochdy, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a quand même une confusion entre justement ces mouvements féminisme et les femmes ? Est-ce que finalement, ces problématiques féminisme, elles ne sont pas poussées par un petit groupe particulièrement motivé, mais sans pour autant forcément refléter la majorité des femmes ? Parce qu'on l'a dit, c'est Julien Rochdy qui l'évoquait, aujourd'hui, les femmes, généralement, attendent quand même que la démarche de séduction, par exemple, vienne d'un homme. Pourtant, on a 59% des jeunes hommes qui ont peur de le faire. Là, je vous renvoie à un précédent ouvrage que j'avais signé, qui est une enquête sur le féminisme à l'assaut donc c'est s'intitule « Le néo-féminisme à l'assaut d'Internet ». Et effectivement, il y a quelques petites cellules extrêmement militantes dans tout ce milieu féministe qui vont ensuite diffuser un message clé en main le plus largement possible. C'est-à-dire qu'il va y avoir des blogs de quelques militantes, il va y avoir quelques personnes engagées qui vont proposer des analyses politiques clés en main. Et ensuite, ces analyses, elles sont reprises sur des médias féministes beaucoup plus populaires, des pages Instagram avec des messages slogans, etc., tout prêt à consommer. Et elles diffusent aussi un vocabulaire. Et c'est là où c'est insidieux, c'est-à-dire que malgré tout, la masse du grand public, hommes et femmes compris d'ailleurs, utilise de plus en plus ce vocabulaire et ces concepts, et du coup ont une vision aussi brouillée de la situation. C'est-à-dire que j'entends de plus en plus, même des médias qui ne sont pas spécialement très féministes, parler de féminicide. C'est un concept ultra militant quand même. De même, la notion de patriarcat, je ne connais pas grand monde qui la remette en cause. Ceux qui remettent en cause la vision actuelle du patriarcat, c'est pour le défendre. Mais personne ne remet en cause cette notion-là, alors qu'elle est extrêmement récente, qu'elle est extrêmement idéologue, et qu'en réalité, les rapports hommes-femmes devraient, à mon sens, être pensés en dehors de ce genre de grille de lecture. Donc, on a quand même une sorte de mythologie. Là, c'est plus ce dont on parle dans notre essai avec Isole. On a une mythologie, on a quand même un imaginaire qui s'impose dans l'esprit de tous et qui rend les choses très difficiles à penser. Et c'est là où je pense que c'est nécessaire d'avoir un discours
un peu plus sain et dénué de cette idéologie-là sur ces questions des rapports hommes-femmes. Et après, justement, c'est ce qui fait une forme de schizophrénie dont parlait M. Rochdy tout à l'heure, hein, c'est que la plupart des femmes sont coincées entre des concepts qui les enferment dans une analyse féministe qui entretient une forme de guerre des sexes et des envies spontanées, tout simplement, de bien s'entendre avec une personne de l'autre sexe, de fonder une famille, d'avoir des amis des deux sexes sans que ça pose problème, en fait. Donc, il y a quand même une forme de schizophrénie à cet égard, je pense, de plus en plus. Julien Rochdy, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous croyez que les hommes ont tendance maintenant à assimiler forcément les femmes à un combat féministe qui finalement n'est pas forcément partagé par toutes ? Oui, c'est ce que je vous disais auparavant, c'est que à la fin, on se met à se détester mutuellement parce que on accuse l'autre d'être la cause de ses propres malheurs, de ses propres maux, de sa propre incapacité à trouver un sens à son existence et à être heureux. Euh, et- mais je pense, moi, que ces problèmes viennent du fonctionnement de notre société, le fait que nous vivions en ville. Il faut voir ce que l'urbanité a créé, il faut voir ce que aussi la crise économique latente qui existe, qui nous empêche de vivre dans certains espaces, parce que il faut regarder les choses d'un point de vue matérialiste parfois, hein. Il faut voir que pour avoir un couple, il faut de l'espace. Pour avoir des enfants, il faut avoir une maison, en tout cas, ou un grand appartement. Il faut avoir peut-être un jardin. Il faut avoir des lieux de sociabilité, effectivement, comme disait Anne, c'est-à-dire des lieux où on appartient à une petite tribu, finalement, qu'elle soit de tout ordre, que religieuse ou amicale. Il faut certaines conditions qui permettent l'épanouissement de l'être humain, quel qu'il soit, masculin comme féminin, et évidemment du couple. Or, le problème, c'est que ces conditions n'existent plus à l'heure actuelle. Bon, je ne vais pas vous les lister, vous les connaissez, mais toutes les conditions qui permettaient l'émergence d'un couple n'existent plus. Et la condition première, c'est aussi un discours, c'est aussi comment dire, un narratif qui nous pousserait à nous reproduire. Or, évidemment, tout est fait aujourd'hui pour que nous n'ayons pas envie de nous reproduire. Et le narratif accompagne justement cette dégradation des conditions qui permettent la reproduction. On explique aux petits Européens que leur société est très mauvaise, qu'elle est coupable de tout, que les Blancs sont les méchants, qu'en plus, faire un enfant aujourd'hui, c'est détruire la nature, parce qu'il va avoir un bilan carbone qui sera détestable. Donc, il y a un narratif en plus qui s'ajoute si vous voulez, aux mauvaises conditions économiques et matérielles pour avoir un couple et vivre heureux, qui sont in fine totalement catastrophiques. Donc, en fait, dans cette incapacité justement à pouvoir être heureux individuellement, à s'affilier à un groupe et dès lors à trouver naturellement une copine, une femme et à faire des enfants, dans cette incapacité structurelle à s'affilier, qui est génératrice de malheur, hein. Il y a une étude américaine qui est sortie de Easton et Ellis qui montrait que de Case et Deaton, pardonnez-moi. Parce que je lis un bouquin de Easton Ellis en ce moment, je viens de confondre, qui montrait que la source du malheur principal aux États-Unis venait de ces désaffiliations et notamment du fait qu'il n'y avait plus de couple, plus de mariage et plus de communauté religieuse. Donc en gros, tous les occidentaux, tous les êtres appartenant aux sociétés industrielles vivent dans ce malheur individuel, ne parviennent pas à trouver un couple parce que toutes les conditions ne leur permettent pas. Et puis, à la fin, quand vous êtes dans ce nihilisme systémique, parce que pour le coup, c'est la chose qui est systémique en Europe et en Occident, c'est le nihilisme, eh bien, vous avez besoin de vous trouver des boucs émissaires. Et alors même que toute la nature devrait vous pousser à trouver une compagne ou un compagnon, pour effectivement vous reproduire, parce que c'est l'instinct qui parle en nous, donc la nature et la biologie, et pas seulement la culture patriarcale, mais c'est quelque chose de profond en nous, eh bien, malgré cet élan vital, eh bien, quand vous rencontrez dans une société qui passe son temps justement à tordre cet élan vital, eh bien, vous produisez naturellement intérieurement du nihilisme, et ce nihilisme doit s'exprimer par de la haine, par du ressentiment, et ce ressentiment s'exprime contre l'autre sexe. Alors, et là, vous avez l'explication un peu rapidos du féminisme actuel, et puis même du masculinisme qui existe, et qui est effectivement cette réaction à l'égard du féminisme et des femmes, que l'on retrouve sur Internet et qui effectivement s'exprime très souvent, vulgairement, par une haine absolue des femmes. Et vous avez ces deux courants. Alors on comprend bien que finalement les hommes et les femmes sont voués à se détester si on suit ce courant d'idéologie féministe. Très rapidement, pour finir, il nous reste 1 minute. En quelques mots, Julien Rochdy, aujourd'hui, qu'est-ce que devrait être un homme ? Et puis Anne Troubi, on finira par vous poser la même question, mais pour les femmes, mais vraiment en quelques mots.
Alors, faut me laisser 2-3 heures parce que c'est quand même un peu compliqué comme question. Il faut parvenir à trouver sa place en tant qu'homme. Il faut arriver à cultiver des différences dans des sociétés qui justement cherchent à les effacer. Et il faut se battre contre l'indifférence et contre l'indifférenciation. Il faut s'affilier à un groupe, quel qu'il soit, un groupe politique, un groupe amical, un groupe sportif, un groupe religieux. Il faut s'affilier le plus possible pour ne pas être seul. Et lorsque vous vous affiliez et que vous vivez du coup selon des modes assez classiques et assez naturels et assez sains entre hommes et entre femmes, eh bien très vite les couples se forment, très vite des envies de famille naissent. Et en fait, c'est comme ça qu'on se sort de cette sinistrose moderne. C'est ce que je dirais. Voilà. Affiliez-vous à des groupes et très rapidement, l'instinct humain se recrée et l'élan vital rejaillit. Voilà. Anne Troubi, en quelques secondes, comment être une vraie femme aujourd'hui? Je compléterai ce début de réponse en disant que de toute façon, pour les deux sexes, la meilleure voie possible, c'est l'exercice des vertus selon ses qualités propres, évidemment. Et je pense qu'il est important aussi de chercher dans la littérature comme dans l'histoire des beaux modèles d'hommes et de femmes pour nous permettre en fait d'une belle construction identitaire. On est poussé à ces questionnements, on l'est tous aujourd'hui, plus encore les adolescents. Hein, c'est quelque chose que voient les professionnels qui travaillent avec ces classes d'âge. Eh bien, profitons-en pour justement redonner des belles images, des beaux modèles d'hommes et de femmes qui arrivent justement à avoir une saine collaboration. Et puis, au lieu justement de rejeter tout ce qui fait justement ces identités sexuées, essayons au contraire de les explorer de la manière la plus saine et puis créative possible. Et puis je pense que la dernière chose, la plus importante, c'est de cultiver aussi chacun et chacune à notre place une certaine curiosité et un certain émerveillement vis-à-vis de l'autre sexe et justement de ces différences dont on pourra toujours parler pendant des heures, dont il restera toujours une part de mystère. Merci beaucoup Anne Troubi, merci à vous Julien Rochdy. On va finir sur ces préconisations. Anne Troubi, je rappelle que vous êtes cofondatrice du collectif Antigone, co-auteur de Femmes, réveillez-vous pour en finir avec les mensonges du féminisme aux éditions de la Nouvelle Librairie. Et Julien Rochdy, vous êtes écrivain et éditeur, notamment de L'amour et la guerre et Surhomme et sous-homme, valeurs et destin de l'homme aux éditions Héthérie. Chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire, procurez-vous ces ouvrages. Merci à tous les deux.